Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sort quelques heures avant le Flutter Forward car étonnamment Google a sorti la version 3.7 de Flutter juste avant l'événement. Et en plus ils ont publié des articles pour présenter les nouveautés, et bien donc je vous propose qu'on regarde ce qu'ils nous ont indiqué. Si toutefois vous aviez déjà écouté les vidéos où j'avais essayé de trouver les nouveautés dans les pull requests et tout ça, et bien vous devriez reconnaître en toute logique certains passages. Par contre il y a quand même des éléments que j'avais pas trouvé, du coup le plus simple, écoutez bien cette vidéo. Ou alors au pire, servez-vous de la petite barre de progression pour faire votre sélection. Allez, on commence tout de suite. Dans un premier temps, sur la partie Dart, il n'y a pas d'article dédié à la 2.19, mais uniquement sur la nouvelle manière de lancer des isolates. Donc pour le coup, n'hésitez pas à voir mon autre vidéo parce qu'elle est beaucoup plus complète. Mais bon, dans l'idée, Dart et Flutter tournent sur un seul thread par défaut, ou alors un seul isolate, c'est la même chose. Et si on veut paralléliser le code, il faut donc lancer plusieurs isolates. Et jusqu'à présent, il faut passer par la méthode isolate.spawn qui oblige à écrire beaucoup de code et avec tout un mécanisme de message à envoyer puis à recevoir. Et bon, si vous aviez fait du Flutter, il y avait la méthode compute qui simplifiait grandement tout ça, puisqu'il suffisait de donner une méthode sans avoir besoin justement de gérer toute cette communication. Et donc, dans Dart 2.19, ça apporte isolate.run qui fait exactement la même chose que la méthode compute, donc comme je vous le montre ici, sachant que l'avantage aussi c'est qu'en cas d'exception, un simple try-catch suffit, il n'y a plus besoin de s'envoyer des messages là aussi. Par contre, si on lit la conclusion de l'article, ils indiquent que l'ancienne manière de lancer les isolates, à savoir le isolate.spawn, est toujours à privilégier si vous avez un isolate qui doit vivre sur le temps long. Et finalement, le isolate.run est plutôt pour faire une tâche simple, par exemple désérialiser un JSON. Donc, si je vous résume tout ça simplement, quand vous avez des tâches un peu longues, n'hésitez pas à utiliser la méthode compute en Flutter, ou alors isolate.run si c'est en pure Dart, car finalement c'est exactement la même chose. Autre élément dont j'avais pu vous parler et qui est pour moi un vrai game changer pour Flutter, à savoir enfin le support des plugins dans les isolates ou encore dans le code qui s'exécute en background. Alors là-dessus, je vous donne un exemple. Vous recevez une notification alors que l'application n'est pas ouverte et vous voulez aller chercher des infos dans la base de données SQLite par exemple. Aujourd'hui, tout simplement, ça ne marche pas. En tout cas, pas sans bidouiller. Et bien désormais, vous n'aurez plus rien à faire car c'est totalement supporté. Et ça, je peux vous dire, c'est vraiment une énorme restriction de Flutter qui s'en va. Du coup, merci beaucoup à Google là-dessus. On continue en s'intéressant vraiment à Flutter 3.7 puisque Material 3 est désormais complètement supporté, avec donc tous les widgets que vous voyez ici. Et d'ailleurs, moi, ça m'a permis de découvrir la variante Field Tonal des boutons que je connaissais absolument pas. Et si vous voulez utiliser donc cette variante Material 3, il faut bien penser à indiquer dans le thème de votre appli que vous voulez l'activer. C'est le Use Material 3 à true que vous voyez juste là. Par ailleurs, vous avez aussi la démo sur ce site qui vous montre l'étendue des possibilités. Le seul petit dommage, c'est qu'on a juste le visuel parce que le code il n'est pas donné directement. Un peu dommage. Toujours sur cette partie widget et plutôt pour le desktop, créer des menus et des sous-menus fonctionnent maintenant à l'aide d'un menu bar qui contient des menus item button, voire des sub-menus item button. A noter que vous pouvez créer un menu Anchor qui vous permet de créer votre propre bouton pour afficher des sous-menus avec un builder. Et typiquement, c'est mieux d'afficher ça que les 3 petits boutons dans l'app-bar, mais bien sûr, ça c'est pour le desktop, parce que sur mobile, il faut bien rester comme aujourd'hui avec l'app-bar. On poursuit avec les menus contextuels qui s'affichent sur les text fields, donc avec un appui lent ou alors quand vous sélectionnez le texte, puisque vous avez désormais un context menu builder qui vous permet, en plus des classiques couper, copier et coller, d'ajouter vos propres boutons. L'avantage, c'est que vous pouvez même rendre ça conditionnel, ici avec le bouton pour envoyer un mail par exemple. A noter aussi que le style d'iOS 16 est bien supporté car Flutter 3.3 c'était pas encore disponible à cette époque-là. Et petite parenthèse, si vous utilisez le clavier selon la plateforme, la sélection va bien suivre les codes. Par exemple sur macOS, en appuyant sur Option, et bien tout simplement ça va sélectionner mot par mot, alors que sur Windows ça va pas être le cas. Mais on revient au menu contextuel avec un autre exemple ici, où vous pouvez dire qu'en faisant un clic droit sur une image, le menu va s'afficher pour par exemple sauvegarder le fichier. Tout ce code c'est dispo dans un repo GitHub avec donc plein d'exemples. Toujours côté widget, il y a des Cupertino List Section et des Cupertino List Tile qui sont en fait l'équivalent des ListView et ListStyle, car très souvent en fait on a l'impression que les noms ils sont génériques, mais en réalité ça vient de la lib Material. Ensuite, ils ont a priori fait beaucoup d'améliorations autour du scroll. Il y a notamment le support de la bonne physique sur macOS, mais on note surtout l'ajout d'un Animated Grid, qui est l'équivalent des Animated List pour, vous l'aurez deviné, les grilles. Et pareil pour la déclinaison avec les slivers. Et enfin, le dernier changement concernant les widgets est spécifique à iOS, puisque normalement Flutter dessine tout ce qui est à l'écran, sauf quand il passe par des platform views, c'est-à-dire qu'il affiche les composants graphiques ou les vues de la plateforme. C'est par exemple le cas de la WebView ou encore de Google Maps. Mais jusqu'à présent, il y avait une limitation sur iOS qui ne permettait pas d'ajouter du flou, par exemple, par-dessus ces widgets, typiquement avec un backdrop filter.
et donc c'est désormais supporté, sachant bien sûr par contre que c'était OK sur Android, et ça l'est toujours. Et voilà pour les ajouts et les modifications sur les widgets. Place ensuite à la génération des applications. La première bonne nouvelle, c'est que désormais, si vous utilisez des polices, il n'y a plus besoin de relancer l'application de zéro quand vous en ajoutez ou en modifiez, car le hot reload va bien injecter les nouveaux fichiers, y compris sur le web. Ça va donc vous faire gagner quand même un peu de temps. D'ailleurs, en parlant de génération d'applications, macOS 10.11, 10.12 et 10.13 ne sont plus supportés. Alors initialement, la 10.13 aurait dû l'être, mais le gain était trop important pour eux. Du coup, ils préfèrent donc dire que macOS 10.14 c'est le minimum, soit Mojave, c'est-à-dire une version qui est sortie en 2018, bien avant que les processeurs ARM ne soient disponibles. Toujours sur la génération des applications, mais sur iOS, la ligne de commande s'améliore, c'est-à-dire le Flutter Build IPA, qui va désormais vérifier certains éléments. Ici, vous avez un exemple avec le logo de l'app qui n'est pas à la bonne taille, ou encore l'image du splash screen qui est celle par défaut. Bref, finalement, c'est plutôt une bonne chose, mais attention parce que par défaut, c'est juste un warning, donc votre CI, il va pas s'arrêter. On quitte la génération des applications pour les problèmes de latence qu'il peut y avoir sur iOS, le fameux junk. Alors, a priori, il y a des nouvelles optimisations qui ont été mises en place, du coup, il faut que vous testiez. Mais surtout, la bonne réponse, c'est Impeller, qui est le nouveau moteur de rendu, et il était disponible en preview en devant indiquer soit un flag, soit en rajoutant une entrée dans l'info.plist. Mais surtout, il fallait utiliser la version master de Flutter. Et désormais, Impeller prend un tout petit peu du grade, puisqu'en restant certes une preview, mais c'est désormais accessible depuis le canal stable, donc depuis Flutter 3.7. Du coup, n'hésitez pas à tester et aussi à soumettre des bugs, car tout n'est pas encore implémenté à 100%. Donc dit autrement, il ne semble pas encore être une super bonne idée de publier sur l'App Store avec ce moteur, donc attendez, mais par contre vous pouvez tester. Pour ce qui est d'Android, on reste au même stade qu'avant, à savoir qu'aucune preview d'Impeller n'est à dispo, car c'est toujours en développement, sachant qu'ils évoquent quand même le desktop et le web, mais ils en parleront, et je les cite, dans les prochaines versions. On peut donc espérer qu'en mai, on en sache plus, voire peut-être à la fin de l'été dans le pire des cas. Côté DevTools, désormais les outils s'améliorent beaucoup avec toute la partie memory qui a été refaite avec 3 onglets Profile, Trace et Diff. Et côté performance, il y a un analyseur qui vient automatiquement trouver les erreurs. Bon, là-dessus, j'essaierai de vous faire une vidéo quand j'aurai un peu plus de temps car il y a clairement beaucoup de matière. Et si on regarde, il y a encore 2-3 autres infos, mais un peu plus mineures. Si vous utilisez la lib GenL10N pour l'internationalisation, elle a été complètement réécrite pour notamment gérer des cas plus complexes. Côté WatchOS et tvOS, le bitcode n'est plus supporté, mais ça c'était déjà le cas dans Flutter 3.3 avec iOS, donc finalement c'est assez mineur comme changement. A priori, côté gestion de la mémoire, Flutter fait mieux, mais bon, je vais pas nécessairement rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe. Pareil avec l'arrivée du ToImageSync sur la partie DartUI. A noter enfin que les shaders s'améliorent avec la possibilité d'en compiler directement en les listant dans le pubspec.yml. Et bon, là aussi, il faudrait que je vous fasse un tuto pour que vous puissiez mieux comprendre parce que c'est quand même un tout petit peu compliqué les shaders. Voilà donc pour tous les changements qui sont listés, sachant que je vous en avais donné quelques autres. Mais bon, globalement, en termes de différence, c'est assez mineur. En revanche, si l'équipe de Flutter a sorti cette version avant le Flutter Forward, c'est forcément qu'ils en ont encore sous le pied. Typiquement, il n'y a pas encore d'infos sur Dart 3, alors qu'une preview, elle devrait être dispo, en tout cas c'est ce qu'ils nous avaient annoncé. Pareil, il devrait y avoir la possibilité de scroller dans 2 dimensions, et pareil, on n'en sait pas plus pour le moment. Du coup, si toutefois vous regardez cette vidéo avant le Flutter Forward, rejoignez-nous tout à l'heure en live. Sinon, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires car je vous indiquerai les vidéos qui vous expliqueront tous ces changements typiquement Dart 3. Pour sûr, il y aura une vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour donc de prochaines vidéos. À bientôt.